Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. À la recommandation de l'une d'entre vous qui a demandé à rester anonyme, merci à toi si tu te reconnais, nous allons tenter de comprendre comment on fait un remake live action de Disney. Parce qu'on est particulièrement encouragé à consommer durant la fin d'année, ce qui est donc la période idéale pour sortir une pompe à fric alimentée par la nostalgie. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce qu'on va dire dans cette vidéo peut s'appliquer à la majorité des remakes live action d'histoires animées, que ce soit Disney, le Avatar de Netflix ou une énième adaptation de BD mal cosplayée. Déjà, faisons un petit historique parce que, l'air de rien, Disney qui refait ses films en live action, ça date pas de La Petite Sirène avec Halle Berry ou de La Cendrillon de Kenneth Branagh. En fait, si j'étais un peu mesquine, je dirais presque que Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet est la toute première réadaptation live d'un de leurs classiques d'animation. Même si Spielberg s'autoproduit via sa société Ambla Entertainment, le projet a tout de même démarré sous l'égide des studios Disney avant de quitter le navire au propre comme au figuré. Et on va pas se mentir, l'ambiance et la caractérisation des personnages sont très semblables au film de 1953. Mais Hook tient plus de la suite que du remake en lui-même. De manière plus officielle, le tout premier remake live-action des studios Disney est Le Livre de la Jungle, réalisé par Stephen Sommers, sorti en 1994. Preuve, ce film a gardé le personnage du roi Louis, inventé par le dessin animé. Ce film est d'ailleurs très sympathique, je vous le recommande chaudement, surtout si vous aimez le style de Sommers. Et il aura d'ailleurs marqué assez de personnes pour donner l'idée de retenter l'expérience avec les 101 Dalmatiens en 1996. Avec les très chouettes Jolie Richardson et Jeff Daniel pour jouer Roger et Anita, les excellents Hugh Laurie et Mark Williams respectivement Jasper et Horace, Doublé en français par les non moins excellents Michel Papinéchy et Patrick Préjean, mais surtout la délicieuse Glenn Close, doublée par l'inénarrable Elizabeth Winner, qui cabotine en Cruella d'enfer pour notre plus grand plaisir à tous. Ce film est la démonstration de ce que devrait être un bon remake live de Disney. On reprend la base de l'histoire, puisqu'on adapte le même roman, on pioche ce qu'on a ajouté dans le film original pour la reconnaissance du public, et on en fait une histoire bien distinguable de son prédécesseur, sans essayer de le corriger, pas besoin de fausse maturité ou de clin d'œil abusif pour caresser les nostalgiques cyniques dans le sens du poil. Et surtout, on en fait un film qui nous fait pas dire à quoi ça sert de refaire en live ce qui marchait mieux en animation. En plus, le travail de dressage dans ce film est tout simplement admirable. Bravo à toutes les personnes et tous les animaux impliqués dans le projet. Ce film est tellement épique qu'il engendrera une suite, toujours avec Glenn Close, mais c'est pas le sujet. Et puis j'ai pas vu le film de 2021, donc je ne me prononcerai pas dessus. Et ça, ce sera assez tranquille. Le monde entre dans un nouveau millénaire, et la firme capitalise sur la nostalgie en sortant des suites plus ou moins bienvenues et de qualité variable à leurs films d'animation. Jusqu'en 2010, avec le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Alors, je reconnais que c'est plus une suite à l'histoire de base, mais ce film est le patient zéro des remakes live-action tels que nous les connaissons aujourd'hui. En plus de démontrer que Burton n'a clairement rien compris à l'univers qu'il adapte, et préfère y caser ses propres obsessions qu'on retrouve dans la majorité de sa filmographie. Attends une minute, le principe du Pays des Merveilles, c'est d'être un road trip dans une satire illogique et critique de la société anglaise du 19e siècle. C'est l'abruti qui a changé ça en voyage de l'héroïne prophétisée indigne d'une copie bas budget du Seigneur des Anneaux. J'en sais rien, mais cette personne a ouvert une boîte de Pandore vu que ce film a rapporté plus d'1 milliard au box-office pour un budget d'environ 200 millions. Si bien qu'en 2014, les studios sortiront Maléfique, qui prétend raconter l'histoire de la Belle au bois dormant du point de vue de la méchante, et se vante d'être le tout premier film Disney centré autour d'un méchant. Méchante, tu parles. D'abord, elle est toute gentille, puis elle vit un véritable viol symbolique qui la rend méchante, mais le pouvoir de l'amour maternel la rend gentille de nouveau. C'est pas Maléfique qu'il fallait l'appeler, mais Girouette ou Lunatique. Hélas, ce film changeant la meilleure méchante des studios en Marissou méchante a encore rapporté gros, ce qui a encouragé à lancer d'autres projets année après année après année après année. Bon, l'historique c'est fait, maintenant passons à l'autopsie de cette formule maudite. Une fois qu'on a choisi la victime de cette année, de préférence un classique bien connu qui n'a pas réellement besoin d'un remake, mais qui se vendra mieux qu'un titre qui en aurait vraiment besoin, récupérons le script original et recherchons tous les petits points scénaristiques qui n'intéressent personne à part les cyniques qui se prennent pour des critiques de génie. Engageons une réalisatrice qui a peu d'ambition ou qui dira oui à tout, comme ça on minimise au maximum les prises de risques. On peut même faire bosser une personne qui n'avait jamais été réalisatrice, mais s'y connaît en FX pour le ou la contrôler, je veux dire l'aiguiller dans la bonne direction. Aussi, les seuls qui s'engagent dans le projet sont des gens qui ont une identité, des thématiques et une personnalité affirmée comme Guy Ritchie ou Robert Zemeckis. Alors ne laissons que le minimum syndical pour travailler,
imposons-nous dans tous les choix de manière subtile et effaçons le plus de leur identité possible. On vend pas de nouveaux regards sur des histoires éternelles, on vend de la nostalgie à moindre coût. Faisons des versions réalistes, mais pas non plus historiques des costumes originaux. Il faut que ça reste identifiable pour vendre les jouets. Pour le casting, prenez des noms reconnaissables pour notre public cible. Et elles savent pas chanter? C'est pas grave, l'important c'est les tickets qui elles vont rapporter. Donnez-leur quand même 2-3 leçons qu'on donne l'impression de faire des efforts et que ce soit audible pendant le tournage. Et elles peuvent cabotiner un peu pour essayer de rappeler les origines animées du projet, c'est bien, mais encourageons-les à la jouer réaliste. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se plaignent que nos actrices ne soient pas hétéro-cis blancs comme dans l'original, qu'on a rajouté / confirmé un personnage queer de second rang, et que nos actrices racisées ne correspondent pas à la nationalité exacte de leur personnage. On fait quoi? Laissons-les se battre. Et balançons nos excuses type D45. Ça nous fait de la pub et on passe pour les gentils qui prônent la diversité tout en gardant la marge pour couper les scènes queer. Faudrait pas perdre des roubles, des yuans ou des rials tout de même. Faisons du basique pour la mise en scène, mais gardons tout de même 2-3 plans iconiques pour nous donner une pseudo-légitimité. Est-ce qu'on prend exemple sur nos vieux films live genre Mary Poppins ou L'apprentie sorcière pour les passages musicaux? Vous savez, dans le sens où la caméra se concentre sur les danseuses et les laisse y aller à fond? Malheureuse, mais tu n'y penses pas. Ce serait donner trop de pouvoir aux chorégraphes et aux réals. Non. Il faut rester le plus basique et le plus fadement réaliste possible. Ces passages ne doivent pas avoir plus d'énergie qu'une parade à Disneyland. D'ailleurs, reprenons les chansons et les musiques du film d'animation telles quelles, en actualisant tout de même les paroles un peu trop vieux jeu. Mais la BO a été pensée et composée pour de l'animation. Même la meilleure mise en scène fadasse et les meilleures chorégraphies basiques ne nous permettront jamais d'atteindre le niveau d'énergie d'un personnage animé. On s'en tape, rappelez-vous qu'on vend de la nostalgie à moindre coût. Donc, il faut changer le moins de trucs possible. Sauf pour la chanson originale qu'on ajoutera au dernier moment, pour acheter l'Oscar de la meilleure chanson originale et donner une fausse impression de nouveauté. Pour les FX, faisons du photoréalisme. Oui, même si on a des animaux qui parlent, chantent, dansent et sont organisés en société monarchique. Dans le monde réel de la réalité véritable, les animaux n'expriment pas leurs émotions comme les humains et les couleurs sont plus ternes, donc grisaillez-moi tout ça. Et mettez assez de détails de texture inutiles pour cacher les visages des actrices au point qu'on n'arrive presque pas à voir leurs expressions. On a promis du live action, on va faire du live action, même si on doit tuer les artistes à la tâche avant de jeter les rescapés comme des ordures. Ah, nos chers protagonistes, incarnation des bonnes vieilles valeurs manichéennes des contes que nous adaptons, avec chacun et chacune leur imperfection à vaincre au cours d'un parcours symbolique, poétique et magique. On les lise tellement qu'elles n'auront plus que des bribes de leurs imperfections originelles, ce qui rendra leur voyage du héros redondant et inutile, puisqu'elles n'en sortiront transformées qu'en surface. Exactement, Armand! Non, moi c'est Tipeee. Sur tous les personnages féminins, rendons-les virtuellement parfaites, qu'on gagne notre point féminisme de façade, vu qu'elles finiront en couple comme dans le film original. D'ailleurs, faisons pareil pour nos antagonistes et donnons-leur des motivations, entre guillemets, humanisantes, pour leurs actes cruels. Trouvons des excuses bateaux mais crédibles aux incohérences régulièrement soulevées dans l'original. Non, on ne peut pas laisser les spectateuristes s'imaginer pourquoi les villageois ont oublié qu'elles étaient gouvernées par un prince ou pourquoi personne ne sait où se trouve la province du prince Ali. Ce sont des imbéciles sans imagination qui n'accepteront aucune symbolique qui n'a pas été expliquée de manière réaliste, donc on explique tout de manière réaliste. Et enfin, essayons de glisser subtilement une consigne de ne pas grandir dans notre happy end, sinon on pourra plus profiter de leur nostalgie. TEBQFB, tout est bien qui finit bien. La vache, c'était l'horreur de tenir ce rôle aussi longtemps, j'en ai mal à la gorge. Tu veux un verre d'eau? Et voici un verre d'eau. Merci, j'en avais besoin. Bon, j'ai un peu surjoué, mais je pense avoir fait le tour de tout ce pourquoi les remakes live tech qui sont aujourd'hui m'énervent. Alors oui, il y aura toujours de petites exceptions mignonnes, comme la Cendrillon de 2015, le Peter et Elliot le Dragon de 2016, ou les premiers remakes plus ou moins officiels dont je parlais dans l'historique. Mais ils font tous plus ou moins la même erreur, à savoir tenter de rendre réalistes des histoires qui ne le sont pas. Les contes et le genre du merveilleux en général sont basés sur la normalisation de choses impossibles, comme la magie, les créatures surnaturelles, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune règle, mais plutôt que ces histoires répondent à une logique plus poétique et émotionnelle qu'intellectuelle, et qu'il faut y adhérer via notre suspension consentie de l'incrédulité. C'est aussi pour ça que leurs adaptations fonctionnent mieux en dessin, animé ou non. Parce que, outre ces possibilités visuelles, le dessin impose une première suspension d'incrédulité qui facilite l'intégration du merveilleux. Là où des personnages et environnements réels impliquent de forcer le merveilleux dans un moule réaliste hyper contraignant, par peur de briser l'illusion qu'on est dans un film.
On dit pas ça pour condamner toutes les adaptations en live action, juste que le merveilleux est plus propice à l'animation exagérée qu'au photoréalisme. Mais même au-delà des considérations visuelles, les remakes live action des classiques d'animation Disney sont tous plus ou moins coupables du même péché originel, le cynisme faussement intellectuel. Alors soyons d'accord, je suis moi-même très cynique, sarcastique et négative. Mais j'essaye autant que possible de ne pas laisser mon cynisme m'écarter de l'ambiance de ces histoires par nature irréalistes. Là où on est à une époque où il est commun de refuser toute forme de rêverie par soi-disant supériorité intellectuelle, pas tellement pour dénoncer les travers de l'industrie ou un truc du genre, mais plutôt pour se tapoter l'épaule en mode « Je suis trop intelligent de dire qu'un truc pour enfants est débile ». Ce genre de personne doit vivre une vie bien triste au quotidien pour se venger ainsi sur des personnages fictifs. Les compagnies qui écoutent ces personnes, Disney, Netflix ou autres, ne valent pas mieux parce que leur réponse se résume à « Ouais, nous aussi on trouve que ce qu'on fait c'est débile et on s'en moque texto dans notre autoplagiat, on est cool !» Bien évidemment qu'il faut continuer à se poser des questions et à confronter nos avis sur tous les sujets non scientifiques pour en sortir grandis. Mais ce cynisme facile est un état d'esprit d'adolescent, qui cherche à tout prix à devenir adulte très vite, et donc qui se force à rejeter tout ce qui paraît enfantin, la simplicité, le rêve, l'émotion, pour embrasser ce qui paraît adulte, la fausse complexité, la grisaille, l'intellectualisation à outrance, etc. Le mot-clé dans ma phrase étant « paraît ». C'est quelque chose qu'on expérimente tous à un moment donné dans notre vie. Vous, moi, lui, elle et tous ceux qui ne le veulent pas. Le problème est que de plus en plus de personnes restent dans cet état d'esprit longtemps après s'être pleinement développées, soit par habitude, soit par auto-aveuglement. Et sûrement parce qu'elles estiment que se laisser porter par ses émotions, même pendant un court instant, est un signe de faiblesse et de pauvreté intellectuelle. C'est de plus en plus fréquent et c'est bien triste. Je pense que c'est un problème générationnel auquel il n'y aura sûrement aucune solution à l'heure actuelle. Et bien évidemment, je n'ai pas à décider si oui ou non vous devriez apprécier ces remakes. Mais personnellement, quand je vais voir un Disney, je veux voir une histoire qui parle à mes yeux, à mes oreilles et à la part d'enfance que j'essaye de préserver. C'est pour ça que mes 3 seules recommandations pour cet épisode seront Hook, le 101 Dalmatien de 96 et le livre de la jungle de Stephen Sommers. J'aimerais juste vous rappeler une chose essentielle bien résumée dans le très chouette Petit Prince de 2015. Grandir, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Ouais, parce qu'il commence son hibernation. On se voit bientôt pour le dernier redesign de l'année.